Dans cette leçon, après quelques mots sur le contexte dans lequel se déroule un projet HTML5, nous donnerons quelques notions très générales concernant la gestion de projet et présenterons les étapes d'un projet multimédia quel qu'il soit. Ceci nous amènera à exposer des éléments adaptés à la conception et au développement d'un petit projet HTML5. L'objectif principal de cette leçon est de détailler la phase de conception et notamment le cahier de spécification qui sera un préalable à tout développement. Dans les prochaines leçons, nous réaliserons ensemble la conception d'un nouveau jeu et rédigerons le cahier de spécification de ce jeu. Nous réaliserons pas à partir de ce cahier de spécification, le développement du jeu. Enfin, je vous suggérerai quelques pistes d'évolution pour ce jeu et nous conclurons par un ensemble de bonnes pratiques de développement. Quelques mots sur le contexte dans lequel se fait en général un projet d'animation HTML5. On a vu que le code JavaScript qui gère l'animation peut être écrit à différents endroits, dans la page HTML ou dans un ou plusieurs fichiers JavaScript. Ce code contient souvent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'instructions. Même chose pour les styles utilisés dans l'animation. Cette animation implique même peut-être l'existence de plusieurs pages HTML. On va donc être obligé de jongler entre plusieurs fichiers. HTML, CSS, JavaScript pour ce qui nous concerne, mais dans des animations plus élaborées, des fichiers TXT, XML, PHP notamment. Il n'est donc pas forcément aisé de développer une animation sans avoir une idée claire de l'ensemble des fichiers utilisés et de l'emplacement de telle ou telle partie de code. Il est encore moins aisé de devoir effectuer des modifications plusieurs mois après les derniers développements si l'on n'a pas gardé suffisamment de traces de la façon dont on a procédé. La réponse générale à ce problème est un cadre qu'on appelle le processus de développement logiciel. Le processus de développement logiciel présente plusieurs parties, dont voici les plus importantes. L'aspect gestion de projet, avec les notions de planification de toutes les tâches, et donc pas seulement les tâches d'écriture de code, d'organisation, notamment si l'on n'est pas seul à réaliser le projet, d'estimation du temps ou des coûts. La notion de conception des logiciels, c'est-à-dire toutes les questions que l'on se pose avant même d'écrire la moindre ligne de code. Les notions de validation, de vérification ou de test de ce qui a été produit. Sans oublier la notion de qualité logicielle, basée sur de nombreux indicateurs tels que la fiabilité, la facilité de son utilisation, sa simplicité, sa compatibilité vis-à-vis des différents navigateurs, sa facilité de correction et de transformation, sa performance, etc. Dans cette leçon, compte tenu de son périmètre et dans un souci de simplification, nous n'aborderons que les deux premières parties et les adapterons au contexte d'un petit projet multimédia. Quelles sont les étapes générales d'un projet multimédia quel qu'il soit? Un projet, c'est un ensemble de phases et d'activités associées. 5 phases peuvent être identifiées. Une phase d'avant-projet qui permet souvent de présenter le projet à un groupe de personnes qui vont décider ou pas de le poursuivre. Une phase de définition ou de conception du projet qui est l'occasion de mieux décrire toutes les composantes du projet. Une phase de réalisation, une phase de livraison, enfin une phase de capitalisation pendant laquelle on va chercher à améliorer l'ensemble du processus et à identifier les bonnes pratiques. Des activités de gestion ainsi que des activités techniques sont associées à chacune de ces phases. En phase d'avant-projet, l'activité de gestion principale est l'étude d'opportunité. On cherche ici à répondre à la question:
Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire tout ce travail? On cherche à apprécier sa faisabilité technique, on évalue son coût, on recherche des partenaires éventuels. En phase de définition, les activités de gestion consistent à définir l'équipe du projet, à organiser l'ensemble des activités, à allouer les ressources et à planifier. Lors de la phase de réalisation, l'activité de gestion consiste à piloter le projet et à animer l'équipe projet. Dans les activités techniques associées à la phase d'avant-projet, on trouve la veille technique, consistant pour une entreprise par exemple à collecter des informations permettant d'anticiper les évolutions et les innovations. On trouve l'étude du marché, l'étude de la concurrence, on trouve le cahier des charges qui va décrire plus précisément les fonctionnalités du produit à réaliser. Lors de la phase de définition, les activités techniques consistent à définir très précisément l'architecture du produit et le cahier des charges techniques. Du point de vue technique, lors de la phase de réalisation, on trouve l'écriture des spécifications techniques, le développement proprement dit, les tests et les essais. Vous voyez dans cette figure que la phase de développement à proprement parler est relativement réduite par rapport à l'ensemble des tâches du projet. Bien sûr, ce planning général, cet ensemble d'activités, on ne va pas le reproduire pour des petites applications en HTML5 qui font l'objet de ce module. On va retenir uniquement un certain nombre de ces tâches. Parmi les activités de gestion, on retiendra l'étude d'opportunité. C'est important de se demander pourquoi on fait une application HTML5. Comme cela va être coûteux en temps, est-ce que c'est vraiment pertinent, par exemple d'un point de vue pédagogique, si on est enseignant, de passer du temps à développer cette petite animation? En termes d'activité technique, on va mettre en avant le cahier des charges fonctionnel, l'architecture du produit, un cahier des charges techniques et enfin, bien entendu, les spécifications techniques, le développement, les essais et les tests. On ne retient donc que quelques activités et on va voir comment les mettre en place sur un exemple. La méthode générale proposée précédemment n'est donc pas adaptée au développement d'un petit projet multimédia ou d'une petite application HTML5 pour laquelle vous allez généralement travailler seul ou en tout petit groupe. La méthode proposée s'appuie sur l'élaboration d'un document unique que nous appellerons cahier de spécification et dont nous allons décrire le contenu dans les diapositives suivantes. Le développement se fera pas à pas sur la base de ce document en adoptant le principe suivant. Une fois le cahier de spécification élaboré, on commence à développer l'animation ou le jeu, tout en n'oubliant pas de mettre à jour ce cahier, à la fois pour préciser des choix de programmation qui seraient faits au moment du développement, mais aussi pour définir des éléments qui auraient été oubliés lors de la phase initiale d'écriture du cahier de spécification. Si le travail de conception est bien fait, il est possible que l'on ne soit pas obligé de modifier le cahier de spécification initial. Lorsque l'ensemble des fonctionnalités a été développé, on publie une première version de l'animation que l'on peut éventuellement faire tester par des acteurs extérieurs au développement afin d'intégrer dans une seconde version d'éventuelles remarques ou de corriger certains éléments. Que va contenir ce cahier de spécification? Voici une proposition de contenu. On y trouvera bien entendu des informations générales. L'auteur, la date, le numéro de version. L'environnement avec lequel l'application a été développée et testée, ainsi que des éléments répondant à la question de l'opportunité. Pourquoi, dans quel but, dans quelles conditions et pour qui on a entrepris ce projet. Ensuite, il s'agit de rendre le plus clair possible le fonctionnement de l'animation ou du jeu. C'est évidemment la partie la plus importante. Nous l'appellerons
conception générale ou cahier des charges fonctionnel. Dans une troisième partie, on trouvera la conception détaillée. Cette partie précise la façon dont on traduit du point de vue technique la conception générale. On précise ainsi quelles sont les données importantes de l'animation ou du jeu et comment elles sont structurées. On précise l'architecture globale de l'application, quels sont les différents dossiers, les différents fichiers qui sont nécessaires à l'animation, en précisant leur format, HTML, JavaScript, texte, etc. Mais aussi toutes les images, les vidéos, les sons, ainsi que des contraintes éventuelles sur ces fichiers, la dimension des images, le cas échéant, ou les éventuelles règles de nommage de ces fichiers, c'est-à-dire la façon dont on écrit leur nom. On précise enfin les choses du point de vue de la programmation en écrivant les spécifications détaillées. Détaillons un peu la deuxième partie de ce cahier de spécifications et cette conception générale qui vise à rendre le plus clair possible le fonctionnement de l'animation ou du jeu. Expliquer le fonctionnement d'une application n'est pas forcément une tâche facile. Plusieurs outils et langages permettent une description du fonctionnement d'une application, de ses différents écrans ou séquences. Citons UML de l'anglais Unified Modeling Language ou langage de modélisation unifié, qui est un langage de modélisation graphique utilisé en développement logiciel. Vous trouverez un lien dans la webographie de ce module. Dans le cadre de ce module qui est une initiation à HTML5 et a pour objectif le développement d'animations simples, nous vous proposons une façon plus rustique de décrire ce fonctionnement. Voyons-en le principe général avant de l'appliquer à un exemple. Nous allons distinguer deux points. Le premier point consiste à imaginer les différents écrans qui se présentent à l'utilisateur. Ces écrans correspondent à différents états de l'animation ou du jeu. Par exemple, dans l'animation des balles qui tombent, il n'y a qu'un seul écran. Mais dans le jeu des pays en stand, que nous avons réalisé il y a quelques semaines, nous pouvons voir deux écrans. Un écran de jeu, où l'on pouvait associer des noms de pays à des numéros, et un écran où le résultat était affiché. Le bouton valider était masqué ainsi que le compteur. Deux petites remarques. Ce découpage en écran ne signifie pas que l'on va avoir autant de fichiers HTML distincts que d'écrans. En d'autres termes, un fichier HTML n'est pas forcément attaché à chaque écran. Le jeu des pays en est un bon exemple. Ce découpage en écran est formel, peu importe le nombre, mais il ne s'agit pas non plus de compliquer les choses. Ce découpage doit nous aider à rendre le plus clair possible ce qui se passe, notamment ici à préciser que les numéros prennent les couleurs bleues ou rouges et que le bouton valider disparaît. On peut représenter cet ensemble d'écrans par des rectangles, comme ci-dessous, pour le jeu des pays, et donner un nom à chacun des écrans. Voilà pour le premier point. Le second point consiste pour chaque écran à décrire deux choses. La première chose consiste à lister tous les éléments qui vont s'afficher dans cet écran. Texte, images, boutons, etc. Parmi ces éléments, certains vont s'afficher sans condition au moment où l'écran s'affiche. D'autres s'afficheront en vertu de certaines règles ou suite à des actions d'un utilisateur. Ce travail nous permet d'identifier les éléments ou conteneurs nécessaires, ce qui donne une bonne idée de la structure HTML, du ou des documents HTML, le positionnement de ces éléments, ce qui donne une bonne idée des styles qui vont être utilisés. On peut enrichir le diagramme des écrans avec ces éléments constitutifs et leur donner un nom. Pourquoi pas d'ailleurs leur identifiant définitif. Ah, j'oubliais de dire qu'à notre niveau, tout ce travail se fera avec une feuille de papier, un crayon et une gomme. La deuxième chose consiste à identifier toutes les règles ou fonctionnalités qui font que le contenu d'un écran va changer
ou que l'on va passer à un autre écran. Cette étape est importante. Elle doit être la plus complète possible, elle doit être cohérente et logique. Il faut préciser la distinction entre règles et fonctionnalités. Les fonctionnalités permettent de décrire ce qui se passe quand l'utilisateur interagit avec la page web. Dans le jeu des pays, une des fonctionnalités de l'écran de jeu est si l'utilisateur clique sur le bouton Valider, alors on affiche ce résultat et on masque le bouton Valider. Les règles permettent de décrire ce qui se passe indépendamment de l'utilisateur. Dans le jeu des pays, une des règles de l'écran de jeu est si le temps dépasse 60 secondes, alors on passe à l'écran de bilan, c'est-à-dire que l'on affiche le résultat et on masque le bouton Valider. Cette distinction peut paraître formelle, mais nous allons voir que règles et fonctionnalités ne font pas appel au même mécanisme. À nouveau, ces règles sont pour l'instant écrites en langage naturel le plus clairement possible. Cette étape doit commencer à donner une bonne idée des grandes parties du code JavaScript que nous allons écrire. Elle doit nous permettre éventuellement d'identifier les parties de code que nous traiterons sous forme de fonctions. Elle permet également d'enrichir la structure HTML et la liste des styles. Une fois que nous avons identifié les écrans, défini leur état initial, la liste des règles et fonctionnalités qui les font évoluer, une grosse partie du travail de conception est faite. Détaillons un peu la dernière partie de ce cahier de spécification. Premier point. On identifie les données importantes de l'animation ou du jeu. Par exemple, le jeu des pays en stand était clairement structuré autour d'une liste de pays rangés dans un tableau. Rappelez-vous, grâce à une boucle for, ce tableau nous a servi à créer toutes les listes déroulantes. Grâce à une autre boucle for, il nous a servi à effectuer le test permettant de savoir si les pays sélectionnés étaient les bons. L'animation des balles qui tombent, quant à elle, était clairement structurée autour d'une liste de balles rangées dans un tableau. Cette partie est très importante. Du choix de structurer les données du jeu de telle ou telle façon dépend beaucoup la facilité avec laquelle le jeu sera programmé et la facilité avec laquelle on parviendra à le faire évoluer. Nous détaillerons ce point sur un exemple dans la leçon suivante. Second point, il nous faut réfléchir à l'architecture globale de l'application. C'est à ce stade, pour des raisons que nous expliciterons plus loin, que l'on fait le choix du nombre de fichiers en présence. On peut choisir par exemple de rendre plus lisible le code JavaScript en le répartissant de façon cohérente dans plusieurs fichiers. Même chose avec le code CSS. Dans le jeu des pays, c'était assez simple, nous avions une structure de 5 fichiers, le fichier HTML, qui rassemble donc les deux écrans, le fichier JavaScript de notre code et celui de jQuery, le fichier CSS et l'image. Nous aurions pu, comme dans l'image ci-contre, ranger ces fichiers dans différents dossiers. JS pour le code JavaScript, image pour les images, CSS pour les fichiers CSS. Enfin, les spécifications techniques détaillées. Il nous faut penser d'abord à des éléments généraux tels que les règles de base de l'ergonomie, la façon dont l'application est organisée à l'écran. Il faut également penser à l'esthétique générale, au choix des couleurs, des polices. Il faut penser aux dimensions générales de notre application, ni trop petites, au risque qu'elle ne soit pas très visible ou qu'il soit difficile d'interagir avec elle, ni trop grandes, au risque qu'il faille constamment utiliser l'ascenseur pour l'utiliser. Je ne détaillerai pas ces aspects ici. Un lien vous est proposé en dernière page. Il nous faut enfin envisager les choses du point de vue de la programmation. Identifier les briques que nous allons mettre en œuvre. Glisser-déposer, dessin, événements, etc.
il faut penser aussi aux performances de l'application, notamment en mettant en place des algorithmes performants et dès que possible en utilisant des fonctions permettant de réutiliser du code. Et c'est ce point essentiel que nous allons préciser plus loin sur un projet de jeu. Avant cela, résumons le contenu de ce fameux cahier de spécification. On y trouve des informations générales, numéro de version, auteur, date, environnement de développement, éléments répondant à la question de l'opportunité de ce projet, le fonctionnement de l'animation, ou cahier des charges fonctionnel, détaillant la liste des écrans et leur contenu potentiel, la liste des règles et fonctionnalités qui transforment ces écrans et permettent éventuellement de passer d'un écran à l'autre, des spécifications techniques détaillées qui éclairent sur les données importantes, les choix techniques, sur la structure du code et l'architecture de l'application en dossiers et fichiers. Cela semble faire beaucoup de choses, alors qu'on n'a qu'une seule envie, ouvrir un fichier et commencer à programmer. J'aimerais vous convaincre qu'une conception bien faite vous fera gagner beaucoup de temps lors de la phase de développement. Elle vous évitera sans doute beaucoup de questionnements et de déconvenues, y compris celle de devoir mettre à la poubelle ou de revoir de fond en comble un développement presque abouti. À vous de voir. L'expérience n'est après tout qu'une suite d'erreurs. Pour préciser cette démarche, il est temps de prendre un exemple. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine partie de cette leçon. À tout de suite.